Aimables téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons-en. C'est une émission qui est consacrée aux secteurs sociaux de base, notamment la santé. Comme vous le savez, depuis le 12 mars 2020, notre pays est touché par la pandémie de la Covid-19. Les autorités ont procédé à plusieurs mesures d'urgence sanitaire, incluant un couvre-feu nocturne, la fermeture de l'espace aérien et des frontières terrestres, la limitation des déplacements de Conakry vers l'intérieur du pays, l'application stricte des mesures barrières en mettant un accent obligatoire sur le port des masques, la fermeture des lieux de culte dans certaines zones touchées par la maladie. Malgré donc l'observance de ces mesures par la majorité de la population et l'augmentation des sites de dépistage du Covid-19, nous constatons aujourd'hui une propagation de la maladie. Pour améliorer cette lutte, les autorités sanitaires ont proposé une nouvelle stratégie communautaire appelée Stop Covid-19 en 60 jours. Donc, pour parler de cette stratégie qui vise à limiter la propagation ou à rompre complètement la propagation du virus d'ici fin juillet 2020, nous recevons sur ce plateau M. Aboubakar Kamara, il est directeur exécutif de l'ONG Tenkiso Antena, et Mme Fatoumata Tafsir Anne, qui est responsable des programmes à Breakthrough Action Unit. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Bienvenue sur ce plateau. Monsieur Camara, je le disais tantôt, la propagation de l'épidémie de la Covid-19 est en train de s'accélérer. Nous sommes aujourd'hui à plus de 5000 cas et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'efforts venant des autorités pour rompre cette propagation, mais elle continue toujours. Vous qui êtes acteur de la société civile et engagé dans la lutte contre cette maladie qui est la Covid-19, dites-nous quels sont les dispositifs. En ce qui nous concerne, je pense qu'on s'inscrit toujours dans la logique d'accompagnement des efforts du gouvernement. Et il faut noter que le virus a secoué tout le monde. Malgré plusieurs initiatives, on se rend compte jusqu'à présent qu'on n'arrive pas à cerner et à freiner la chaîne de propagation. Et eu égard à un certain nombre de mimétismes qu'on a eu à rencontrer depuis le départ, parce que je retiens que dès que l'épidémie a commencé, nous sommes alignés directement sur la ligne d'attaque des pays avec lesquels nous n'avons pas les mêmes, disons, populations, les mêmes mœurs et les mêmes stratégies. Bon, ces différentes stratégies n'étaient pas innovantes du tout, mais émanaient d'ailleurs, ont payé, parce qu'il faut reconnaître qu'on a pu sauver des vies. Et aujourd'hui, après 3 mois, 4 mois, on se rend compte jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas. Donc, le nouveau dispositif mis en place, appelé stratégie Covid-19 en 60 jours, nous on travaille avec plusieurs partenaires, notamment l'UNICEF. Aujourd'hui, l'une des mesures phares de cette action, c'est de confiner les gens, bien entendu, avec accord de principe, c'est que les populations, les personnes contact ou les gens qui sont touchés doivent rester à domicile. Et plusieurs institutions ont été contactées. Nous, on appartient à un groupe sectoriel Roche. L'idée, c'est de mettre à disposition de ces gens de la nourriture, des kits d'hygiène, désinfecter chez eux au moins 2 fois dans le mois. En même temps, continuer à sensibiliser sur le respect des règles d'hygiène. Donc, on a mis en place un projet avec l'UNICEF. D'abord, nous, on a commencé par la désinfection des moyens de transport, parce que c'est là où une bonne partie de la population, depuis qu'on a parlé de la gratuité, beaucoup se retrouvent. Donc on a désinfecté gratuitement les bus de, comment on les appelle, la société Al-Bayrak. Voilà, Al-Bayrak. Ces bus ont été désinfectés. En même temps, on a mis des désinfectants à disposition des tenanciers et les chauffeurs ont été formés à pouvoir désinfecter chaque 1 semaine. Parce que les produits,
ce sont des biosurfactants qui restent actifs pendant une dizaine de jours. Au même moment, on a écouté les plaintes du personnel exploitant au niveau des sites, des CTI, mais aussi des malades qui parlaient de moustiques et autres. Donc on a encore essayé de mettre au niveau de ces 5 CPI de Conakry, on a mis des produits à leur disposition avec la maison centrale. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce qui se passe à la maison centrale, c'est une information qui reste tout de même entre l'administration pénitentiaire et l'ANSSS. C'est cloisonné. On ne sait vraiment pas exactement ce qui s'y passe, c'est au niveau de toutes les maisons carcérales. Mais avec l'UNICEF déjà, on a commencé. Il y a 3500 familles qui ont été identifiées. L'objectif, c'est de mettre au niveau de chaque ménage un dispositif de lavage de mains, du savon. Je pense que chaque ménage aura une dizaine de morceaux de savon, du chlore pour le traitement de l'eau, parce que malheureusement, ça coïncide à la saison de pluie. On va attaquer à la fois le virus, mais aussi éviter d'autres maladies, notamment les maladies hydriques, telles que le choléra. Mais on va continuer à sensibiliser, parce que s'il y a un problème aujourd'hui sur lequel il faut beaucoup s'appesantir, c'est la communication. On se rend compte au départ que le virus a touché l'élite et c'était médiatisé. Il y avait beaucoup de communication. Par exemple, quand je prends l'ex-directeur de la CENI, paix à son âme, qui est décédé, ça fait beaucoup d'écho. Et là, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, le virus a muté. C'est un peu vers les couches les plus vulnérables. Donc, du coup, c'est moins médiatisé. Et des personnes qui sont anonymes. Effectivement. Donc, même s'il y a des morts, c'est difficile de cerner exactement ce qui se passe. Donc là, à l'intérieur du pays, pour nous, on a des points focaux qui travaillent. Mais il est un peu difficile avec les mesures mises en place par le gouvernement pour les sortir et les rentrer. Parce que moi, en tant que directeur d'ONG, si à chaque 2 semaines, je dois me rendre en Miséricorde ou à Cancan ou bien à Kindia, il me faudrait faire le test du Covid ici, pour aller accompagner ces populations, ma foi, ça devient un peu compliqué. L'idéal serait de trouver une stratégie pour amoindrir au moins ceux qui sont dans l'action, pour voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement travailler sans pour autant être beaucoup actifs. Nous allons approfondir cette partie-là et parler un peu plus de ce que vous faites concrètement sur le terrain. Mais permettez-moi de faire face à Madame Anne pour vous demander à vous aussi, au niveau de BA, Breakthrough Action, vous avez forcément des actions que vous menez sur le terrain, surtout dans le cadre de cette stratégie Stop Covid en 60 jours. Qu'est-ce que BA fait dans ce sens? Alors, déjà, vous savez, Breakthrough Action est mise en œuvre par les centres de programme de communication de l'Université Johns Hopkins. Nous sommes leaders dans le monde dans tout ce qui est communication pour le changement social de comportement. Donc, dans tous les pays africains, que ce soit la zone francophone ou la zone anglophone, nous appuyons les différents gouvernements dans vraiment la réponse contre la Covid-19. Donc, c'est notre vraiment chemin de bataille, la communication pour le changement de comportement. Donc, bien entendu, financé par l'USAID. Donc, aussi en Guinée, bien avant l'apparition de la pandémie dans notre pays, dès que les pays voisins comme le Sénégal ont eu les premiers cas, nous avons déjà commencé à mettre en place des stratégies et appuyer l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le domaine de la communication pour prévenir la maladie. Parce que nous avions déjà des activités et des actions qui vont dans le cadre du Global Health Security Agenda. Donc, ça fait partie de notre plan d'action bien avant la déclaration de la Covid. Donc, dès les premières heures, nous avons commencé à concevoir des outils de communication qui sont adaptés à notre cible ici, aux populations à risque et aux populations guinéennes. Donc, avant le 12 mars, nous avions déjà formé les médias. Je pense que vous faisiez partie même des personnes formées, voilà, pour les faire connaître c'est quoi la Covid. Parce que comme le disait tout à l'heure Abaka, c'est une maladie qui est méconnue par les gens. Aujourd'hui, les plus grands pays dans le monde ont du mal à gérer cette pandémie. Donc encore, nous qui avons des systèmes de santé encore plus bas, c'est beaucoup compliqué. Donc nous sommes en apprentissage continu. Donc il faut adapter les stratégies en fonction de l'évolution de la maladie. Donc c'est dans ce sens-là que nous appuyons l'Agence nationale de sécurité sanitaire et la plateforme Une seule santé pour développer au fur et à mesure de nouvelles stratégies de communication, les mettre en œuvre et adapter en fonction de l'évolution
de la maladie. Malheureusement, dans nos pays, on aime beaucoup, je prête le mot du copier-coller, on essaie de faire ce que les autres pays font, mais dans ce contexte-là, ce qui est bien, c'est de faire d'abord des études. C'est vrai qu'en matière d'urgence, on n'a pas suivant le temps aux premières heures, donc on peut lancer des stratégies pour contrôler et gérer la maladie, mais parallèlement, il serait important et pertinent de mettre en place des études socio-anthropologiques pour savoir comment se comporte la communauté, quelle est l'évolution des comportements, comment est-ce que les gens pensent, on dit adoptons les bons gestes, adoptons les bons comportements, mais comment est-ce que les gens sont capables de le mettre en place. Vous voyez aujourd'hui, il y a un grand relâchement des gestes barrières au niveau de la communauté. Il faut chercher à savoir pourquoi il y a ce relâchement et adapter les stratégies en fonction de cela. Donc, cela me ramène à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'outils de communication. Quand vous parlez d'outils de communication, vous parlez de quoi concrètement? Alors, en termes d'outils de communication, dès le début de la pandémie, nous sommes venus voir l'Agence nationale de sécurité sanitaire par rapport à notre spécialité pour lui dire que nous sommes là disposés à les accompagner, non seulement d'abord dans la gestion des rumeurs, mais aussi les outils. Nous avons fait les premières affiches à destination du grand public. D'ailleurs, ce sont ces affiches qui ont été reproduites par la plupart des institutions pour expliquer aux gens c'est quoi la Covid, comment est-ce qu'elle se transmet. Donc en quelque sorte les messages. Oui, les messages. Donc nous avons aidé à vraiment formuler d'abord les messages qui sont adaptés à notre population et à nos communautés. Ensuite, nous avons diffusé des spots à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, je pense autour de 14 préfectures que nous couvrons, pour faire beaucoup d'émissions interactives. Alors, l'objectif des émissions interactives, c'était pas seulement de venir dire c'est quoi la Covid, mais de demander aux gens quelles sont leurs inquiétudes, qu'est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils adoptent les comportements à leur niveau. Donc vous allez voir des gens qui vous appellent pour vous dire, bon, moi j'ai installé un kit de lavage des mains. On lui dit, comment est-ce que vous utilisez le kit de lavage des mains? Ah, moi j'ai mis l'eau de javel, en plus j'ai mis le savon. On les explique, quand tu as l'eau de javel, tu n'as pas besoin du savon. Et d'ailleurs dans nos communautés, c'est encore mieux d'utiliser le savon que l'eau de javel parce que les gens ne maîtrisent pas trop le dosage de l'eau de javel. Et souvent les enfants, quand ils se lavent les mains, ils ont tendance à boire l'eau. Donc il faut savoir à quel moment il faut changer, quand c'est de l'eau de javel, quand c'est de savon. Donc c'est des discussions en fait qu'il faut faire avec les gens de manière très proactive pour comprendre vraiment comment les gens se comportent, comment est-ce qu'ils réagissent. Il ne faut pas venir seulement donner un message aux gens, mais il faut avoir un retour de... Est-ce que cela fait partie des raisons pour lesquelles vous dites qu'il aurait fallu faire des études socio-anthropologiques? Est-ce que c'est l'une des raisons? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, en matière d'urgence... Pourquoi dans notre contexte, on est dans un contexte d'urgence, est-ce qu'il faut attendre jusqu'à ce que ces études-là soient faites? Ou bien de quelle manière il faut les faire? Justement, c'est ce que je disais en fait. Dans un contexte d'urgence, on ne peut pas attendre que les études finissent avant de mettre en place des stratégies, mais ça peut se faire dès le début de manière parallèle. On lance d'abord quelque chose parce qu'en matière de communication de risque, le plus important vraiment c'est de voir comment gérer l'information et ensuite il faut l'adapter en fonction de l'évolution. Donc le temps que les gens commencent à comprendre c'est quoi la maladie, les résultats peut-être d'une étude rapide a été faite, on peut adapter les messages et passer à autre chose. D'accord. Monsieur Camara parlait tout à l'heure de difficultés, et notamment le fait que ceux-là qui sont engagés dans la lutte, ceux qui sont sur le terrain, doivent obligatoirement pour se déplacer faire un test. Et cela, presque toutes les semaines, s'ils doivent y aller toutes les semaines, doivent continuer à faire le test. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes ou bien quels sont les problèmes à votre niveau? Toutes les 2 semaines parce que le test il est valable 14 jours. Donc dès qu'il expire, il faut faire un autre test. En fait, je ne dirais pas que c'est mauvais en soi parce qu'on ne sait pas qui est malade. Et on peut me voir là, je suis en bonne santé, peut-être que je suis asymptomatique. Et lorsque je me déplace de Conakry pour aller vers une autre préfecture, je vais transmettre la maladie de l'autre côté. Alors que l'objectif c'est de voir comment contenir la maladie au niveau de Conakry, parce qu'actuellement, Conakry a plus de 94% des malades. Ensuite, on a Koya, on a Dubreka. C'est de voir comment gérer cette maladie au niveau du Grand Conakry, pour ne pas qu'elle se répande à l'intérieur, parce que ça va être encore plus compliqué. Mais comme le dit Aboubacar, nous, les acteurs de mise en œuvre, c'est important de voir dans quelle mesure faciliter. Donc, je pense que récemment, là, c'est pour ça, avec l'Organisation mondiale de la santé, ils ont facilité un peu les tests pour les acteurs de développement, pour avoir
les résultats plus rapidement et avoir les documents pour pouvoir se rendre à l'intérieur du pays. Mais effectivement, les discussions doivent continuer pour voir quelle est la meilleure approche, quelle est la meilleure stratégie pour faciliter le travail des gens sur le terrain. Monsieur Camara, c'est difficile comme vous le dites, mais vous ne pensez pas que c'est une bonne chose aussi? Ou selon vous, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Voilà, la décision elle est politique, moi elle ne me vient pas. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, elle a dit, il y a déjà eu un cycle de réflexion au niveau de l'OMS pour voir dans quelle mesure on peut faciliter les tests pour, disons, l'équipe technique qui passe sur le terrain. Et quand on parle de confinement de la maladie, ça c'était avant, enfin, de circonscrire la maladie, ça c'était avant. Maintenant, elle est présente déjà dans beaucoup de préfectures. Aujourd'hui, c'est dans beaucoup de préfectures. Disons, peut-être que s'il n'y a pas eu de test dans une préfecture, où des gens peuvent peut-être être des malades asymptomatiques, sans pour autant déclarer la maladie, on peut dire qu'il y a telle ou telle préfecture qui n'est pas touchée. Aujourd'hui, moi je pense qu'en Guinée, je ne vois aucune préfecture qui peut se permettre de se flatter en disant que nous n'avons aucun cas. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de tests dans ces zones où les gens tombent malades sans le savoir puis guérissent. Donc à mon avis, c'est aux autorités sanitaires de voir dans quelle mesure ils peuvent trouver un couloir humanitaire encore plus pour les agents terrain, les ONG et les partenaires techniques qui passent sur le terrain. Donc, avec l'arrivée des TDR, je pense que ça va faciliter, les choses. Sinon, oui, justement, c'est vrai que cela va faciliter, même si, bon, au niveau des TDR, ce sont des tests qui sont rapides, mais qui doivent être aussi, confirmés par un test de laboratoire. Donc, c'est vrai que ce sont les autres. Ces TDR sont déjà expérimentés ailleurs. Oui. Ce n'est pas de nouveaux spécimens, c'est des TDR déjà utilisés dans d'autres pays. Je pense qu'on nous envoie, à moins que ces petits trucs encore veuillent être tropicalisés, mais à mon avis, c'est des trucs qui existent. Justement, ce sont des tests qui sont utilisés dans beaucoup d'autres pays et qui sont utilisés chez nous, notamment sur les routes, pour permettre aux voyageurs, aux conducteurs, disons, d'engins, de pouvoir être dépistés rapidement et passer, savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Mais cela n'empêche pas que le test soit certifié par un autre test de labo. Voilà, pour éviter, parce qu'il y a des marges d'erreur qui peuvent arriver avec surtout les tests rapides. Mais ça, c'est un autre débat. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est aux autorités sanitaires de voir dans quelle mesure cela peut être atténué, les difficultés liées par exemple au test. Mais vous, en tant qu'acteur, vous pouvez aussi proposer des solutions. Vous avez certainement réfléchi à la question, vous avez envie d'intervenir, mais vous êtes face à un blocage. Et pour lever cet obstacle-là, vous avez certainement pensé à des solutions. C'est celle-là que nous voulons que vous partagiez. Je pense que déjà, sans protocole préétabli, mais le personnel sanitaire qui travaille, parce que si tu interviens dans le domaine de la santé, quand je parle à Mme Anne, qui intervient dans le domaine du renforcement de la communication au niveau de la santé, forcément si elle part faire son test aujourd'hui, il y a toujours une connaissance qui est là, qui sait que si elle fait ce test, c'est pour un besoin pour aller en mission. Donc, entre nous, on se facilite ce travail. L'idéal serait qu'on trouve un endroit, ça peut être un site, où on dit voilà, au niveau de tel site, le personnel... Un site dédié. Je pense que ça a été ça. Avec l'OMS, moi j'ai vu un courrier qui nous a été envoyé par l'USLD, où ils ont mis en place les conditions. C'est-à-dire que si tu veux voyager la semaine prochaine, tu envoies un email avec les trucs. Je pense que le site de Nongo, où ils envoient les personnels des acteurs de développement comme nous pour faire le test et on récupère rapidement les tests. D'accord, donc c'est une information que nous allons chercher à vérifier et à confirmer, parce que vous n'êtes pas sûr que vous pensez. On va chercher à la confirmer. Si cela s'avère, eh bien, vrai, c'est que c'est... Comme il a dit, avec les tests rapides, ça va être beaucoup plus facile les prochains jours. D'accord, ça ce n'est qu'un obstacle, un seul obstacle peut-être par rapport à tout ce que vous menez sur le terrain. Mais concrètement, Tenkiso, au-delà
de la désinfection, disons, des lieux et la désinfection que vous avez eu à faire au niveau de... Voilà, la disposition des kits, la distribution des kits d'hygiène, n'est-ce pas? Voilà, aujourd'hui, le biothink. Le biothink, parlez-nous un peu. C'est quoi le biothink? Parce que l'eau de Javel, tout le monde connaît, et le sirop, tout le monde connaît presque, mais le biothink, c'est quoi? C'est un biosurfactant, en fait, c'est un produit, quand l'épidémie a commencé, on a discuté avec des partenaires sud-coréens et américains, parce que c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 ans. La désinfection, c'est l'hygiène, un sujet presque tabou. C'est l'un des rares pays. Je dis souvent aux gens, quand vous voulez comprendre le comportement des gens au sein d'une collectivité, cherchez les collectivités. C'est un indicateur qui dénote exactement quel est le niveau d'éducation de la population. Quand vous rentrez à Accra, vous allez à Abidjan, chercher une toilette publique, son état vous en dira un peu plus sur l'attitude et les comportements de la population qui vit en matière d'hygiène. Donc du coup, on travaillait sur ce programme et quand l'épidémie a commencé au mois de janvier, nous on a discuté avec ses partenaires qui ont mis à disposition ces produits. Et nous on travaille ici pour la dilution et la mise en bouteille. En fait, c'est un produit avec nos conditions de vie. Il est difficile pour les ménages en Afrique de procéder à la désinfection tous les jours et à la décontamination. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver un type de produit qui est capable de désinfecter, mais peut avoir un effet rémanent. C'est comme le chlore. Quand on demande aux gens de traiter l'eau à domicile, un bidon de 20 litres, tant que cette eau n'est pas finie, tu ne dois pas rajouter du chlore. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, il fallait trouver un tel produit. C'est-à-dire, si on pompe dans cette salle, qui puisse faire 72 heures, 96 heures, et à effet rémanent. Ça veut dire que même si quelqu'un est infecté, il vient dans cette salle, touche les surfaces, ou infecte, souille un endroit, le produit désactive instantanément. L'endroit est protégé. Pendant au moins un certain nombre de jours. Je crois que c'est beaucoup plus clair maintenant dans nos têtes, c'est quoi le biothink. Tout à fait. Donc c'est un des produits que vous, qui fait partie des produits que vous avez distribués à la population. Nous sommes aujourd'hui, disons, à mi-parcours dans cette stratégie de Stop Covid en 60 jours, parce que ça doit normalement finir à la fin du mois de juillet. Jusque-là, quelle est l'appréciation que vous pouvez faire? Je pose la question à vous d'abord, M. Camara. Quelle est l'appréciation que vous pouvez faire de l'application de cette stratégie? Bon, en termes d'appréciation, je pense que tout est question de ressources, les ressources financières. Je pense que ces annonces phares de la part de l'État et des partenaires, c'est bien, mais il y a des engagements de part et d'autre. Sauf qu'à date, on se rend compte qu'il y a encore des déficits budgétaires. Par exemple, quand je prends les personnes qui devaient être confinées à la maison, qui devaient recevoir du riz, de la dépense, des kits d'hygiène, et même les écoles, l'ouverture des écoles. Il a été dit qu'il faudrait que les écoles soient désinfectées, la présence de dispositifs de kits d'hygiène, mais malheureusement, la semaine passée, il y a eu des écoles qui n'étaient pas encore en possession de ces différents dispositifs. Donc, ça veut dire quelque part, il y a une bonne volonté, ça il faut le reconnaître, et il y a un engouement des acteurs, une forte implication, mais vous savez, l'urgence, quelle que soit la difficulté sur le terrain, le système onusien et les partenaires techniques financiers ont une certaine lourdeur administrative qui est difficile à déplacer. Donc, quand vous prenez aujourd'hui sa structure qui dépend de l'USAID, le mode de financement et de décaissement chez eux, chez nous c'est différent. Chez nous, si on doit décaisser 100 millions, ça prend pratiquement 2 heures. Mais chez eux, si on doit décaisser 100 millions, ma foi, 3 semaines minimum. Mais voilà, donc ça veut dire que même si les fonds, la Banque mondiale a donné 10 millions de dollars, il y a à peine quelques jours, mais pour avoir ces 10 millions de dollars, j'avoue qu'il y a certains partenaires, il suffit d'avoir le OK de la Banque mondiale, soit disant que ces fonds vont transiter de la Banque mondiale au PAM ou à l'UNICEF, pour qu'ils fassent un autofinancement, parce qu'ils ne peuvent pas attendre les tracasseries, les protocoles là, pour rentrer en action.
Mais moi, il y a un truc qui... j'aimerais profiter de cette tribune pour en parler. C'est le lavage des mains avec l'eau chlorée. Je pense que certains utilisent à la fois parfois le sirop pour y mettre 2 flacons ou des tubes de sirop dans les tubes de 20 litres. Ou d'autres utilisent l'eau de javel, soit le madar, soit l'eau de javel Nimba ou l'eau de javel de Debo. Debo. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent, ils mettent 2 ou 3 bouchons dans le bidon Ou parfois même la poudre. Voilà, dans Ah, ça dépend encore plus je viens au niveau de la poudre. Ils mettent 2 pour le liquide, quoi, en fait. Ils ouvrent comme ça. Alors, ils mettent juste 2 ou 3 dans 20 litres. C'est la catastrophe, en fait. Normalement, pour un flacon d'eau de javel, pour le lavage des mains, destiné à un bidon de 20 litres, c'est 3 jours. Mais quand moi je vous dis ça, vous dites, mais ça fait trop. C'est-à-dire, l'eau de javel concentrée à 2,6, utilisée pour le lavage des mains, doit faire 3 jours pour un seau de 20 litres. Ça veut dire que chaque jour, il faut utiliser le tiers. C'est 333 millilitres. Donc, lundi, une partie, mardi, 2 tiers, et le mercredi, c'est terminé. Alors que les gens utilisent juste des topettes. Ça veut dire que c'est une fausse impression de sécurité. C'est pour ça que nous recommandons l'utilisation du savon. Ça, c'est un. Et deuxièmement, d'autres utilisent le granulé. C'est le plus simple, disons. Le granulé, c'est la cuillère à soupe qui fait 25 grammes dans 20 litres. C'est terminé. Et ceux qui mettent du sirop, c'est que comme le sirop n'est pas conseillé pour le traitement pour le lavage des mains. C'est uniquement l'eau de boisson. parce que ça fait, c'est des coûts énormes en fait. Parce que pour 20 litres, il te faut utiliser 3 flacons de sirop. C'est pour ça qu'on utilise le tiers de l'eau de javel, vu que ce n'est pas la même concentration. Donc on recommande aux gens d'utiliser le savon. Tout le monde a du savon à la maison. Et il y a par endroit, ce qui rend aussi difficile la situation, même hier on en parlait, on nous confine les gens, les 3500 ménages à la maison, sauf que la SEG ne se rend pas compte qu'il n'y a pas d'eau. Donc la plupart des ménages que vous rencontrez qui utilisent, si vous voulez, la solution chlorée pour le lavage des mains, ils te disent, bah oui, vous nous demandez d'utiliser du savon et de l'eau. On est d'accord. Mais sauf que l'eau et le savon, on gaspille beaucoup d'eau. Parce que là, il faut tremper, il faut nettoyer. Pour un bidon de 20 litres, un kit de 20 litres, ça va juste toucher 30 personnes. Et le kit est vide. Mais si c'est la solution chlorée, il faut juste tremper. Donc il faut jouer à l'équilibrisme pour amener les gens qui ont accès à de l'eau potable, d'utiliser rationnellement, tout en pensant qu'il y a certains qui n'ont même pas cette ressource qu'on recommande pour se protéger. Et ceux qui n'en ont pas, de comprendre que l'utilisation de l'eau de javel pour le lavage des mains, pour un flacon d'1 litre, si vous avez, c'est ce que vous avez à disposition, c'est le tiers qu'il faut pour 20 litres. Comme on a la chance d'avoir un spécialiste avec nous, je vais vous poser une question qui taraude l'esprit de beaucoup de citoyens. C'est par rapport au temps qu'une eau chlorée peut mettre dans un seau de lavage, disons un kit de lavage des mains. Parce qu'il y en a qui peuvent mettre pendant une semaine, si les gens ne se lavent pas les mains, ça reste sous le soleil là-bas, et bien l'eau chlorée est dedans. Est-ce que cela est normal? C'est 24 heures. 24 heures. Ça veut dire que si vous prenez votre flacon d'eau de javel aujourd'hui, vous mettez dedans, ou bien le granulé, la cuillère à soupe, dans 20 litres, à 8 heures, à partir de 18 heures déjà, même s'il y a du reste dedans, ce n'est plus nécessaire. Vous devez la changer. Vous devez verser. Parce que d'autres ne versent même pas. Pour vous dire qu'ils sont paresseux, ils préfèrent aller encore chercher de l'eau pour compléter et ensuite rajouter. Ça ne se fait pas. Donc je vous dis que En fait, nous sommes arrivés à un moment, la crise du coronavirus arrive à un moment où le pays traverse une situation sociopolitique assez délicate. Donc ça crée d'abord la situation initiale. Il y avait un manque, ce petit quiproquo entre une partie de la population et l'État qui a créé un manque de confiance. Donc pour certains, l'irrespect des mesures d'hygiène, ils ont eu tendance à croire que on refuse de respecter les mesures d'hygiène parce que c'est une réponse vis-à-vis de l'État. Alors qu'en réalité, cette maladie, ce n'est pas pour l'État, c'est pour nous-mêmes. Donc c'est normal. Et si la communication, on en parlait hier, aujourd'hui on a une spécialiste en communication, le goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est à ce niveau. Parce que par endroit, vous écoutez les gens, vous entendez les gens dire, sur 4000 cas, 5000 cas, nous n'avons que
20 morts. Donc ça veut dire que la maladie n'est pas autant grave. Aussi grave. C'est pas aussi grave que ça. Et ceux qui sont au niveau de la communication qui expliquent aux gens, au départ c'était effrayant. Ils ont effrayé les gens de telle sorte que ceux qui avaient la maladie se cachaient. Donc même quand un cadre a la maladie, il faut passer par les médias sociaux pour dire je suis atteint de Covid-19. C'est comme si on annonçait une annonce officielle de participer à une élection présidentielle. Alors que c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Mais ça a été démystifié. Mais jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se défaire de ça. Bah, je vois bien sûr où vous voulez en venir. Pour réagir en fait à ce qu'il disait, nous étions les semaines passées à Koya et à Dubrika, parce qu'en plus des activités que je vous ai décrites, nous avons fait une communication de proximité dans les quartiers les plus touchés, non seulement à Conakry, mais aussi à Koya et à Dubrika. Donc à Koya et à Dubrika, nous sommes arrivés dans un contexte où ils étaient carrément en grève. Donc ils ont carrément relâché les gestes barrières, ils ne voulaient pas recevoir de mission. Ils avaient des kits de lavage des mains qu'on les avait offerts qui étaient entassés. Le maire n'osait pas les distribuer, encore moins le préfet. Donc ce que nous avons fait, parce que vous savez aussi, la communauté, il ne faut pas venir vers eux souvent avec que des solutions. Il faut venir vers eux, les mettre sur la table, discuter avec eux, échanger avec eux et décider ensemble de la stratégie et de la meilleure stratégie à adopter avec eux. Donc ce que nous avons fait dans ce contexte, nous sommes d'abord venus rencontrer les autorités locales qui étaient là pour discuter par rapport à la problématique qui est là. Ils nous ont dit, nous avons des kits, nous sommes venus nous-mêmes avec des kits, nous avons des kits qui sont entassés, nous n'avons même pas nous avons beaucoup plus besoin de sensibiliser les gens et d'informer les gens. Donc avec eux, on a identifié les jeunes réticents des différents quartiers, où nous avons une séance d'orientation par rapport aux conséquences du Covid, à la maladie en elle-même, parce que les gens, malgré tous les taux qui sont en train de grimper, les gens ont encore tendance à croire que c'est une maladie qui n'attrape que les riches et qui n'attrape que les blancs. Donc on les a donné avec des exemples concrets que non. C'est vrai qu'au début c'était l'élite, parce que c'était l'élite qui voyageait, il fallait voyager pour avoir la maladie, mais un ministre ou une personne qui a les moyens, il a un domestique, il a une femme de ménage, il a un gardien, à qui il va transmettre la maladie, qui va aller dans son foyer transmettre la maladie. C'est comme ça que la maladie elle est devenue communautaire. Donc si aujourd'hui vous dites que vous n'adoptez pas les gestes barrières, vous ne portez pas les masques parce que vous êtes contre ce que l'État a dit, vous êtes fâché contre eux, mais vous ne faites qu'à vous, vous ne faites pas à l'État. Donc en fait il faut faire une différence entre la politique et les dispositions sanitaires. Le gouvernement a mis en place des dispositions, ils ont consulté les autorités sanitaires pour essayer de voir quelle est la meilleure approche pour limiter la propagation de la maladie. Donc il faut faire cette distinction, sinon nous allons mourir comme des mouches. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le nombre de transmissions communautaires que nous avons, d'où la stratégie Stop Covid en 60 jours, parce que l'objectif principal de la stratégie, c'est d'identifier les quartiers qui ont plus à haut risque, comme Matoto, Ratoma et puis Dixine. Identifier les ménages avec les chefs secteurs, les chefs quartiers. Vous avez un ménage ici qui a la maladie, voir qui a été en contact avec cette personne, les cas suspects, et voir dans quelle mesure les accompagner pour qu'ils restent à domicile pendant 14 jours. C'est ce qui est en cours. C'est ce qui est en cours actuellement. Et je posais tout à l'heure la question à M. Camara pour dire quelle était son appréciation de la mise en œuvre de cette stratégie-là, parce que nous sommes à mi-parcours. Vous êtes certainement en train de venir à répondre à cette question. Effectivement. Alors la stratégie, l'objectif, je vais revenir rapidement sur les objectifs, c'est d'identifier les contacts et les cas suspects des différents ménages des quartiers à haut risque, qui sont aujourd'hui les plus touchés, pour essayer de faire un cerclage comme on a fait au temps d'Ebola à Forêt-Kadia et qui a donné des fruits. Parce que si aujourd'hui on sait on connaît tous les foyers qui ont été contaminés. On essaie de retracer un peu le circuit, les contacts et les cas suspects. On les dit, bon, restez à la maison. À partir du 12e et du 14e jour, on vient les tester. Ou si, entre-temps, il y a des personnes qui manifestent la maladie, parce que le confinement, ce n'est pas pour tous les cas. C'est seulement pour les cas moins graves, qu'on appelle asymptomatiques ou polysymptomatiques. Mais tous les cas, des personnes par exemple qui sont en situation de comorbidité, par exemple des gens qui ont le diabète ou les maladies cardiovasculaires, ou des sujets âgés qui ont plus de 50 ans, eux ils sont hospitalisés directement. Et aussi nous sommes dans une communauté où les gens n'ont pas assez de revenus, donc les gens sont entassés dans les foyers. Donc le confinement à domicile ne concerne pas ces personnes qui n'ont pas une pièce où le malade peut s'isoler. Donc si on vient dans une communauté, on se rend compte que
dans ce ménage-là, il n'y a pas un endroit pour la personne malade de s'isoler. Disons par exemple, concrètement, on vient dans une famille où il y a un malade qui vit avec 8 de ses enfants et sa femme dans une chambre salon. En fait, ils ont mis en place une checklist. C'est pas possible, justement. Donc ça, tu es carrément éliminé et on te sensibilise pour accepter de se faire prise en charge dans une structure adéquate. Et aujourd'hui, au niveau de toutes les directions communales de la santé, on a les sites de prélèvement pour faciliter un peu le prélèvement. Si vous voyez ces derniers jours, on teste beaucoup de gens parce qu'il y a des conditions qui ont été améliorées par rapport au début où on attendait 1 semaine, 2 semaines pour avoir des tests. Donc on sensibilise la communauté aussi, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a des quartiers où il y a des réticences. Il y a des quartiers où des réticences. Donc on demande vraiment l'implication effective des chefs secteurs, des chefs quartiers, des chefs de ménage pour leur expliquer la situation. Avoir le Covid, c'est un gros rhume, tu peux en sortir. Nous avons plus de 5000 cas contaminés en cumul, avec 80% de guéris et 30 décès hospitalisés. Donc ça veut dire que la maladie, elle se soigne. La maladie, il y a des gens qui guérissent sans qui guérissent sans prendre un comprimé, par exemple. Sans même savoir qu'ils ont été malades. Parfois même je dis, je suis tous les jours sur le terrain, peut-être que j'ai même eu le Covid, je suis guérie, je ne savais pas que j'avais le Covid. Donc il faut que les gens sachent que c'est vrai que la maladie, on ne va pas dire qu'elle n'est pas grave, elle est grave parce qu'elle se contamine très rapidement. Mais aussi, il y a des formes graves, il y a des formes moins graves. Lorsque tu n'as pas de maladie sous-jacente et que tu es en bonne santé, de maladies associées, et que dès les premiers symptômes... Même avec les maladies associées. Oui, même avec les maladies associées, parce que vous voyez, les 30 et quelques... Elle est rapide, parce que les 30 et quelques cas de décès que nous avons eus, si vous voyez, souvent, la plupart de ces gens, ce sont des gens qui sont venus en retard à l'hôpital, qui ont attendu... D'abord, ils font l'automédication pendant 2 semaines à la maison, ça ne marche pas. Ils se disent eux-mêmes, ils s'auto-diagnostiquent un palu. Ils commencent à se traiter le palu à la maison, ils refusent de venir à l'hôpital. Et c'est quand ils commencent à développer des problèmes respiratoires qu'ils courent pour venir à l'hôpital. Donc, ça rend compliqué la prise en charge de la maladie. Votre domaine, qui est la communication, est un axe qui est extrêmement important dans ce que nous sommes en train de faire, ou ce que vous êtes en train de faire dans le cadre du Stop Covid, la stratégie Stop Covid en 60 jours. Quand vous remarquez les réticences qui existent aujourd'hui, dont vous êtes en train de parler, vous dites que vous adaptez la communication en fonction de l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? J'aimerais que vous reveniez un peu en réponse à ma question. Quelle est l'appréciation que vous faites de ce que vous appliquez sur le terrain? Alors, l'appréciation que je fais, c'est que déjà pour l'implication des communautés à la base, c'est-à-dire les leaders d'opinion, elle a été faite en retard. Ok, c'est quand on a fini de développer la stratégie qu'on est venu vers au niveau des différents connus pour les expliquer c'est quoi la stratégie. Normalement, dans de tels contextes, à partir du moment où on a une stratégie en vue, c'est de mettre en contribution les directions communales de la santé et faire des rencontres au niveau des communautés pour discuter avec les leaders d'opinion et les autorités locales pour dire voici, nous sommes arrivés à un cas où nous avons assez de transmission communautaire. Selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour limiter la transmission communautaire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour demander que les gens acceptent de se faire soigner, que les gens acceptent de venir à l'hôpital et que les gens arrêtent de se cacher? Parce qu'on avait à un certain moment beaucoup de perdus de vue. Et ces perdus de vue, on nous transmet la maladie à d'autres personnes. Donc c'est devenu, et ensemble avec les communautés, et ça en matière de communication de risque, c'est la base. À partir de mobilisation sociale, c'est la base. Il faut établir les stratégies avec la communauté à la base. Je vous assure qu'on aura beaucoup moins de problèmes que d'attendre qu'il y ait des problèmes pour venir vers eux. Donc pour revenir à votre question, là on nous a transmis la liste des quartiers où il y a des réticences. On en discutait hier en réunion. Nous avons prévu de les rencontrer à partir du lundi pour venir rencontrer les autorités locales parce qu'il faut l'implication de tous. Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on aille de stigmatiser ces familles qui sont en confinement. Il faut que les voisins, le chef quartier, qu'on essaie vraiment de voir comment les soutenir psychologiquement. Parce que ce qui fatigue les gens, c'est surtout le jugement de l'autre. Parce qu'il y a les gens qui refusaient d'aller quand l'ambulance devait venir les chercher, ils disaient non, je préfère prendre un taxi. Alors que prendre un taxi, c'est encore plus dangereux. Donc là, déjà, pour votre information, il y a des bus qui ont été disponibilisés où il n'y a pas de branding, des bus blancs qui viennent garer dans le quartier. Et on te dit, il y a un bus qui est là, viens monter, tu vas à l'hôpital. Pour ne pas que les gens... Parce qu'avec l'ambulance, automatiquement, on sait que c'est la Covid. Donc, ils ont mis en place des bus au niveau de chaque commune qui viennent prendre les malades de manière très discrète pour aller se
Et Donc ça, ce sont des bus qui, après qu'ils aient déposé les malades, on va les désinfecter. oui. Donc, ils ne posent aucun D'abord, problème. la personne malade n'a même pas le droit de toucher au poignet. Il y a la personne de prise en charge qui est venue avec qui descend, qui ouvre. Et après, ils font des désinfections quotidiennes. Je pense que c'est dans ce sens déjà que Tenkiso est en partenariat avec l'UNICEF pour aider vraiment la désinfection de ces choses. Donc, il y a ça qui a été mis pour limiter vraiment la peur et la réticence des gens. Mais les gens ont beaucoup plus besoin d'un soutien psychologique. Il faut les appuyer, il faut les soutenir. C'est une maladie comme les autres. Il faut que les gens acceptent de se faire soigner, acceptent de se faire aider. Ah, écoutez, M. Camara, tout à l'heure, on se rend compte que même s'il n'y a pas de rumeurs, même si les rumeurs, il y a moins de rumeurs pendant cette pandémie de Covid que quand il y avait Ebola, mais il y a ce qu'on appelle la désinformation ou peut-être le manque d'information. Et là, la communication peut jouer un rôle qui est important. Par exemple, l'utilisation du chlore, comment est-ce qu'il faut le faire, combien de jours il faut, combien de temps il faut garder une solution d'eau chlorée avec laquelle on se désinfecte les mains. Et puis, comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'on est dans un pays où il y a tel nombre de cas, plus de 5000 aujourd'hui, on n'a que 30. Heureusement, hein, on n'a qu'une trentaine de décès. Est-ce que cela est dû à la performance de notre système de santé? Est-ce que c'est la maladie qui est plus ou moins, disons, un peu... une forme peut-être moins grave. Moins grave chez nous. Je pense qu'il est important d'expliquer aux populations pour que les populations comprennent pourquoi il y a cela. D'un côté, on parle de la gravité de la maladie, il faut aller se déclarer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais de l'autre côté, comme le disait M. Camara, on se rend compte qu'il y a moins de décès que dans les autres pays, comme quand l'épidémie commençait. Est-ce qu'à ce niveau, alors, à ce niveau, déjà, il faut se dire qu'en Afrique, de façon générale, il y a beaucoup moins de décès que dans les pays comme les États-Unis aujourd'hui ou l'Angleterre. Justement, est-ce qu'il y a eu des ça, c'est stratégies? les études, en fait, c'est les études, comme je le disais, des études. Je pense qu'il y a eu des études, il y a une étude récente même qui a été... À ce niveau, je ne te coupe pas, mais attention. Attention. En fait, vous avez 100 et quelques mille morts aux États-Unis. Mais la population des États-Unis, ça fait 300 millions. Donc, quand vous prenez le ratio population, par rapport à chez nous, nous ne sommes pas un bon élève par rapport à certains pays. Non, au fait, ce n'est même pas une question de bon élève ou de non, il parlait de comment approcher Moi, je parle du fait qu'aujourd'hui, vous savez, c'est très facile pour quelqu'un qui est dans le domaine, qui est éduqué. Par exemple, ce ratio-là, toi, tu le comprends. Mais la population lambda, elle dit, ok, tous les jours, il y a des morts aux États-Unis, mais ici, il n'y a pas assez de morts. C'est d'où l'importance de la communication de proximité. Tout au début, il y a eu un certain nombre de personnes qui disaient, bon, ça ne tue pas un noir. Après, on s'est rendu compte que ça tue les noirs. Monsieur Koka, je pense que ça, c'est... Madame Anne l'a dit. Aujourd'hui, les problèmes, les antécédents que nous avons entre nous là, on ne peut pas intégrer ça dans la gestion du Covid. Qu'est-ce que je veux dire? Toute information qui passe sur nos médias traditionnels, contrairement à ce qui se passe sur France 24, nous croyons beaucoup plus à ce qui se passe sur France 24 que ce qui se passe à la RTV. Donc déjà, ce phénomène existe. Donc les gens ne voient que les morts, 2000 morts, 1300 morts en 24 heures aux États-Unis. Et chez nous, la communication, c'est un problème depuis longtemps. Donc vouloir jouer sur cet aspect, trouver l'équilibre, pour l'instant, eux qui sont spécialistes, ils n'ont pas ce temps-là. Et la difficulté avec ce virus, de l'autre côté, c'est qu'il est difficile de passer à une communication porte à porte. Parce que ceux-mêmes qui le font, ils s'exposent. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé l'approche participative. Ils veulent impliquer, ils ne viennent pas au niveau des populations avec une solution faite. Ils viennent ensemble. Nous avons un problème, c'est votre problème, c'est notre problème. La solution qu'on aura à Dubreka peut ne pas être la même que la solution à Koya ou à Zérekoré. C'est cette stratégie qui est utilisée par... C'est ce que justement que nous, on a eu à faire. De communication. Oui, parce que nous sommes allés à Koya, nous sommes aussi allés à Dubreka, où on a fait appel aux autorités là-bas pour dire qu'il y a un problème, comment trouver la solution? Comment faire en sorte que les gens comprennent que ce qui se passe n'a rien à voir avec la politique, n'a rien à voir avec nos considérations habituelles, mais c'est un phénomène réel. Mais le problème, comme il a dit, les gens sont là tout le temps en train de comparer.
Ah, il y a eu 1000 morts aux États-Unis. Nous, ici, là, on nous dit bon, soit ils te disent que non, ils sont en train de cacher les morts, ou ils te disent que la maladie n'est pas grave comme elle le disait. Mais à ce jour, je ne pense pas en tout cas, je n'ai pas connaissance d'une étude vraiment qui demande pourquoi il y a moins de morts en Afrique qu'aux États-Unis, en France et autres. Et comme il disait, si on fait une corrélation de chiffres et que tu prends le pourcentage de décès par rapport au nombre à la pollution qui est là-bas et au cas de positif ici, tu vas voir que, comme il a dit, on n'est pas vraiment des bons élèves. Mais une personne qui n'est pas allée à l'école ou qui n'est pas éduquée, qui n'a même pas à manger, il n'a pas le temps de comprendre tout ça. Donc c'est ça le hic en fait. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Allez-y. Moi, il y a un truc qui m'étonne, franchement. Pour moi, c'est un plaidoyer. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, beaucoup d'initiatives. Par exemple, Breakthrough Action. Voilà, les structures. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, s'ils font passer une communication, un message de sensibilisation au niveau de la RPG, ils payent. Bien sûr. Pour moi, je ne comprends pas. C'est pas facile à comprendre pour n'importe qui. C'est quelque chose excusez-moi du terme, mais c'est à la limite aberrant. Je ne comprends pas que nous soyons en situation d'urgence et que les chiffres émanant des autres pays, des autres médias internationaux affolent que la piscose. Et chez nous, là où on doit trouver l'équilibre, qu'on nous demande, si vous voulez faire passer un message pour sensibiliser notre population, payez. Je peux comprendre au niveau des médias privés. Parce que eux, c'est une activité, ils vivent de ça. Mais il peut y avoir même un accompagnement de ces médias en disant on s'inscrit dans une logique d'accompagnement. Si pour faire passer un spot, c'est à tel, nous revenons à tel. Mais au niveau du média central, je pense qu'aujourd'hui, si France 24 alarme la situation, chaque 1 heure de temps, France 24 nous donne aux États-Unis, deuxième vague, 1200 morts. Alors que chez nous, c'est un morceau ou je ne sais pas quoi, c'est bien, c'est leur programme. Mais quand nous sommes en urgence, adapter au programme pour pouvoir casser l'information toxique émanant d'autres médias que les populations suivent à longueur de journée. C'est ça aujourd'hui. Et Koka, pour revenir à ce qu'il dit, je pense que c'est l'occasion de prendre cette tribune pour lancer vraiment un appel aux différents médias. Je pense que quand on écoute aujourd'hui la plupart des programmes de grande écoute, il y a beaucoup de programmes, les gens vont plus au jugement qu'à sensibiliser les gens sur les bons gestes. C'est pour dire, l'État n'a pas fait ça, le ministère de la Santé n'a pas fait ça, ils ont mal fait ça, ceci, Dr Sakoba n'a pas fait ça. Ah, Dr Sakoba, mais il souffre. Quand quelqu'un n'a pas mangé chez lui, Dr Sakoba. Mais ensemble, assoyons-nous, discutons, faisons des propositions de solutions. Si moi, dans mon média, j'ai des spécialistes ou des personnes qui peuvent donner de bonnes analyses ou apporter des solutions, créons des plateformes comme ça, discussions, créons des débats, invitons un spécialiste pour en discuter, plutôt que de dire que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. D'accord. Nous allons à présent suivre avec vous un reportage que nos équipes ont eu à réaliser. Nous avons interrogé un certain nombre de personnes. Suivons ça ensemble et après nous allons nous retrouver pour continuer notre débat. Sékou Doré, coordinateur national du RASGI, Réseau Afrique Jeunesse de Guinée. Ok. Et merci beaucoup. Mettre fin à la COVID-19 constitue aujourd'hui une priorité de la société civile, de l'État guinéen, mais également de l'ensemble de la population, compte tenu de ses lourdes conséquences sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Et même les paysans aujourd'hui qui sont dans les villages ressentent les conséquences du Covid. Donc nous avons tout à fait l'intérêt de bannir hors de nos frontières cette maladie. Mais aujourd'hui, nous sentons un relâchement de façon très large
des mesures barrières par la population. Donc aujourd'hui, pour mettre fin à la chaîne de contamination, il faut davantage renforcer les mesures barrières, notamment le port systématique des bavettes, le lavage systématique des mains, le respect de la distanciation sociale. Au-delà, il faut renforcer davantage le test rapide du Covid-19 afin de conduire dans les hôpitaux les malades pour éviter que ceux-ci davantage essaient de contaminer une couche majeure de la population. En plus, il faut renforcer les mesures sécuritaires, mais avec un contrôle strict au niveau de la sortie et de la rentrée de la capitale Conakry. Parce que des malades, des chauffeurs, des transporteurs qui quittent Conakry pour s'en à l'intérieur du pays ou qui quittent à l'intérieur du pays pour venir à Conakry, si un d'entre eux est malade, ils rentrent dans les familles, ils sont avec des passagers, ils sont en contact avec la population, donc la chaîne de contamination, ça sera très difficile de mettre fin à la chaîne de contamination. Donc aujourd'hui, si nous réussissons avec les forces de sécurité au niveau des barrages, essayer vraiment de prendre toutes les mesures idoines pour organiser des tests au niveau des barrages, pour qu'on puisse connaître le statut de chaque personne qui sort ou bien qui rentre à Conakry ou qui sort de Conakry, ça serait une manière très efficace, à notre avis, vraiment de mettre fin à la Covid et de bâiller la route à cette maladie et juguler également la contamination. En tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que la société civile est en train de faire exactement pour aider nos autorités sanitaires à rompre cette chaîne de contamination? D'abord, la société civile, depuis au début, l'ensemble des organisations de la société civile se sont réunies et à travers 3 organisations, le CNOSC, le RASGI et la majorité des associations, on s'est réunis, on a fait une conférence de presse. Donc ça a été le tout début, avant même que la Covid ne vienne en Guinée. Donc au-delà, nous devons commencer déjà à faire des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation porte à porte. Au-delà de la sensibilisation, nous devons distribuer des kits de lavage des mains. Nous devons distribuer des bavettes pour que la population au moins puisse se protéger et laver la main. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la majeure partie des citoyens guinéens n'ont pas la possibilité de se payer des bavettes. Parce que les bavettes coûtent en ce moment 5 000, 10 000. Et des 10 000 francs, il faut utiliser juste pour se payer le petit déjeuner, ou bien il faut utiliser pour payer la bavette. Alors, le cœur disait non, ça là, je n'ai pas utilisé pour me protéger, je préfère que le Covid m'attrape que de mourir au moins par la faim. Donc, il fallait agir tout de suite. La société civile a agi en 2 manières. La première, c'est de distribuer gratuitement les bavettes à la population pour pouvoir sécuriser. Et deuxièmement, c'est de donner des vivres aux couches les plus démunies qui n'ont pas la chance effectivement de se prendre en charge en termes nutritionnels. Parce que vous avez vu, avec Covid, il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi. Alors, le peu de personnes qui travaillaient, leur revenu maintenant est devenu très maigre, qui prennent en charge d'autres personnes. Donc, c'est devenu très, très difficile pour les gens qui ne travaillent pas, ou pour les couches les plus démunies, notamment les mangas, qui sont dans la cité de solidarité, qui sont au bord de la route. Donc, de se venir, de se donner à manger, de se nourrir et de se loger correctement. C'est pourquoi nous sommes venus en aide avec le peu de moyens que nous avons, avec l'appui de nos partenaires. Nous avons donné des vivres, nous avons distribué des bavettes et des kits de lavage des mains pour pouvoir aider le gouvernement guinéen, pour pouvoir aider également le ministère de la Santé et l'ANS pour mettre fin à la maladie. Merci beaucoup, M. Doré. Présentez-vous. Je m'appelle Elhaj Mbemba Souma, chef de quartier de Kipé. Alors, M. Souma, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, nous sommes dans votre quartier aujourd'hui. Nous voulons savoir quel est le rôle que le bureau du quartier de Kipé a aujourd'hui dans la lutte contre la COVID-19. Je vous remercie infiniment.
Tout ce que nous avons aujourd'hui comme problème dans le quartier, c'est la sensibilisation autour de cette sale maladie. Donc, toutes les dispositions sont prises au niveau des secteurs et du quartier, y compris les religieux, pour pouvoir motiver les gens à prendre le problème au sérieux. C'est-à-dire que le lavage des mains, et le port de masque, et ainsi de suite. Donc, et même hier, à la sortie d'une de nos réunions au niveau de la commune avec Enabel, nous étions sur ça. J'ai invité tous les chefs de secteur de Kipé. J'ai invité aussi le bureau du conseil pour que nous soyons sur le même niveau d'information au point de vue sensibilisation, à l'instar des autres quartiers, à l'instar de l'autorité. C'est ça. Donc nous sommes sur ça. Merci. Bonjour. Je suis Ange Gabriel Laba, secrétaire exécutif du CNOS. Étant acteur de la société civile, quel regard avez-vous apporté pour la mesure prise par les autorités dans la lutte contre la propagation de la COVID-19? Alors, merci beaucoup. Dans un premier temps, il faut avoir le courage de féliciter le gouvernement guinéen pour avoir s'engagé dans la lutte contre COVID-19 parce que c'est une pandémie qui a ingénié beaucoup de pays dans le monde entier, pour ne pas dire tous les pays. Alors, particulièrement notre pays, si nous voulons parler des mesures prises par le gouvernement, il faut dire que de l'avènement de cette maladie jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures encourageantes du point de vue stratégie de lutte. Mais du point de vue les mesures économiques pour la riposte, il faut dire qu'il y a beaucoup de défaillances à ce niveau. Parce que les mesures d'accompagnement des populations prévues par le gouvernement, beaucoup n'ont pas été réalisées. Et le gouvernement doit aussi voir comment aménager ces stratégies pour voir le rehaussement de l'économie guinéenne après la maladie. C'est vrai que à la base, les populations n'ont pas bénéficié des avantages qu'ils s'attendaient ou qu'elles s'attendaient, puisque, en principe, quand on parle de confinement, quand on parle des mesures barrières, le gouvernement, c'est vrai, à Conakry et dans certaines villes, les gens ont bénéficié des kits sanitaires, les gens ont bénéficié des bavettes, les gens ont le plan de l'Agnès, par exemple. Certaines populations doivent bénéficier d'un accompagnement économique, financier, pour pouvoir survivre. Mais l'identification de ces populations défavorisées et leur accompagnement devrait être un processus mieux suivi. Parce que quand on parle de populations défavorisées, même à Conakry ici, il y a des populations qui vivent dans la précarité, qui vivent dans les difficultés, qui n'ont pas de moyens pour survivre, qui ont des difficultés de respecter l'ensemble des mesures barrières. Alors, je reviens sur le risque que nous courons aujourd'hui par rapport à la maladie. Parce que je viens de dire que le gouvernement doit fournir l'effort pour voir comment rehausser l'économie guinéenne après la maladie. Parce que pendant la maladie, et les accompagnements annoncés par le gouvernement, il y a beaucoup de failles qui ne sont pas respectées. On a dit que le courant n'est pas payé. Les populations vont bénéficier de l'électricité. Mais il faut voir comment l'électricité est donnée à la population. Il y a assez de manifestations, il y a des problèmes à ce niveau. L'eau également, il y a des problèmes à ce niveau. La circulation, en fait, le transport commun, il y a aussi des problèmes. Parce que le prix du carburant n'a pas baissé. Et les chauffeurs continuent à piller la population. Et au retour, qu'est-ce que le gouvernement donne à la population? Vous voyez, les taxis sont aujourd'hui très chers. Les tronçons, quand vous calculez le prix des tronçons, à Conakry d'abord, on ne parle même pas de l'intérieur des voyages intervenants. Mais quand on prend à Conakry, il faut voir comment les gens sont en train de souffrir.
Donc le mieux était pour le gouvernement de baisser le prix du carburant pour que les mesures économiques aient plus d'impact en faveur des populations à la base. Alors, du point de vue risque que nous courons aujourd'hui, il faut noter que la réouverture des classes aujourd'hui constitue un risque de propagation même de la maladie. Si on ne prend pas de rigueur pour l'applicabilité ou l'application des mesures barrières. Au fait, chaque famille en Guinée, au moins, a un élève ou une élève ou un étudiant qui va participer à ces cours. Imaginez que nous ne veillons pas à une rigueur dans l'application de ces mesures barrières. Qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence? Aujourd'hui, le CNOCS est en train d'évaluer le niveau d'application de ces mesures dans les écoles. Non seulement voir l'effectivité de la réouverture des classes, mais voir comment les encadreurs, les maîtres et les élèves prennent des dispositions pour éviter la propagation de cette maladie dans les écoles. C'est un facteur de risque. Pourquoi? Parce que combien d'élèves fréquentent une école? Et quand il y a un seul cas, on ne souhaite pas, combien de personnes courent ces risques et combien de familles en courent? Donc, il faut rendre assez rigoureux l'application de ces mesures. Parce que, je vous dis, hein, au jour d'aujourd'hui, du fait que le nombre de morts est un peu minimisé, du fait que ce niveau-là est beaucoup plus canalisé, les gens abandonnent l'application de ces mesures, les gens ont délaissé complètement. Il faut partir dans les institutions, dans les ministères. Vous allez voir, tu peux venir pour entrer dans un ministère, personne ne va t'exiger de laver tes mains. Et est-ce que notre population a un niveau de conscientisation assez élevé pour que les gens acceptent de respecter sans aucune pression? Alors, tant que l'État n'est pas rassuré que le niveau de conscientisation de la population est assez élevé, il faut que dans chaque structure, qu'on exige le respect de ces mesures barrières. Tu peux rentrer aujourd'hui dans les services publics sans bavette, personne ne va t'exiger de porter les bavettes. Tu peux rentrer aujourd'hui même dans un ministère sans bavette, personne ne va t'exiger de porter les bavettes. Parce que tout simplement, le nombre de cas est en train de, le nombre de morts n'est pas élevé et le nombre de guéris, de personnes guéries est en train d'augmenter de jour en jour. Il ne faut pas qu'on oublie que quand Covid était en Guinée à 500 cas, l'État avait plus de pression et les mesures étaient plus rigoureuses à la base qu'au moment où maintenant nous sommes à près ou plus de 5000 personnes. Les gens sont en train de délaisser le respect de ces mesures barrières. Donc, il faut qu'on renforce de plus. Et à la base, les populations doivent se faire violence pour respecter. Et ça mérite une sensibilisation. L'État doit encore renforcer le cadre de la sensibilisation à la base pour que Voilà, chers téléspectateurs, chers invités, nous suivions ensemble ce reportage, ce micro-trottoir en quelque sorte, qui nous a permis d'entendre un certain nombre de responsables d'organisations de la société civile, des élus locaux et des leaders au niveau communautaire. Chers invités, vous venez de suivre avec nous. Comme vous le voyez, les dénonciations continuent sur la façon dont les mesures barrières sont appliquées dans notre pays. On sent qu'il y a encore des difficultés et jusque-là, le respect de ces mesures n'est pas réellement effectif. Au regard de tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je dirais que les
les constats sont les mêmes, on l'a dit ici tout au long de cette émission. Aujourd'hui, il y a un réel relâchement du respect des gestes barrières au niveau des lieux publics, au niveau des départements, ainsi de suite. Moi, j'étais la dernière fois dans un hôtel de la place, j'ai vu les gens, ils portent les masques, ils rentrent, dès qu'ils enlèvent les masques, ils enlèvent les masques, ils sont avec leurs amis. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore vraiment compris pourquoi il faut mettre le masque, à quel moment il faut mettre le masque, ou c'est une simple négligence en fait. Donc, il y a encore vraiment du travail à faire en matière de communication et de sensibilisation, parce que vous savez, l'objectif de la communication, c'est vraiment, la communication dans ce contexte sanitaire, c'est d'arriver à un changement de comportement. Et le changement de comportement, c'est un processus. Donc, il faut d'abord que la personne soit informée, ensuite, il faut qu'elle accepte d'adopter le comportement souhaité, et ensuite qu'elle partage ça avec les personnes autour. Donc, c'est tout un processus. Donc, je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens pour expliquer aux gens vraiment l'importance de l'adoption des gestes barrières. C'est vrai que nous sommes dans un contexte où la distanciation sociale elle est pratiquement difficile, pour ne pas dire impossible à adopter. Mais si les gens acceptent au moins, ne serait-ce que lorsqu'ils doivent se rendre chez quelqu'un ou quelque part où ils doivent discuter avec une personne, de porter le masque ou d'adopter une distance comme nous le faisons ici sur ce plateau. Donc il faut que les gens acceptent cela et qu'ils ne relâchent pas ça. Parce que si ils continuent ce relâchement, nous risquons encore, je ne suis pas épidémiologiste, mais nous risquons encore de retomber encore avec un autre cas de nombre de contamination très élevé au niveau des communautés. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines communautés, certains quartiers qui ont des réticences par rapport à la stratégie Stop Covid. Nous allons au niveau de la commission communication et mobilisation sociale repartir au sein de ces quartiers, échanger avec les leaders d'opinion, les agents communautaires qui sont là, les agents de santé même eux-mêmes qui sont là, parce qu'il faut un couplage d'activités, la communication, la surveillance et la prise en charge. Il faut qu'on fasse un couplage d'activités pour venir voir c'est quoi les problèmes et qu'est-ce qui crée les réticences et comment vraiment amener les gens. Parce que si on a mis en place une stratégie pour venir vers la communauté, parce qu'on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à aller vers les structures sanitaires. Et il y a des familles où toute la famille est malade. Il n'y a pas de cabine où on peut recevoir toute une famille au niveau des centres. Donc on a dit, si toute une famille est malade, c'est mieux qu'ils se confinent chez eux. Donc la stratégie, c'était pour faciliter vraiment ça, et pour revenir un peu sur ça. Mais il faut que les gens comprennent ça, mais c'est un processus continu. Nous avons encore tout le mois de juillet. Nous allons continuer vraiment à sensibiliser les gens, à leur expliquer et aller surtout dans un processus d'échange avec eux. Vous voyez, pas une communication à sens unique. Donc il faut comprendre et voir dans quelle mesure les gens vont accepter de continuer vraiment les gestes barrières. Merci beaucoup, Madame. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez à dire quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et de suivre? Je pense que on va faire du temps sur cette question, mais moi ce qui m'inquiète un peu dans la chose, c'est quand je vois un peu comment le virus fonctionne au niveau international, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la question de mutation. La question de mutation, parce que quand vous voyez son mode de vie en France, on se rend compte où en Italie, c'est maintenant, avec des recherches, le virus était en Italie depuis le mois de décembre. La Chine, c'était bien avant même le moment où on en parlait. Et la catastrophe, même aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, la catastrophe humanitaire, il faut compter, c'est après 4, 5, 6 mois que ces pays ont connu des problèmes. Et il y a une deuxième vague qui se prépare dans ces pays-là. Nous ne savons même pas si nous sommes à la première phase ou à la deuxième phase. Ce qui est très inquiétant, c'est la gestion de l'épidémie au niveau communautaire. Sincèrement, c'est inquiétant. Parce que nous qui sommes censés être éduqués, qui sommes en milieu urbain, nous n'arrivons pas à respecter les règles d'hygiène. Contrairement à ceux qui sont en zone périurbaine et zone rurale, ça va être très compliqué. Je prends l'exemple de Guéguédou. J'ai discuté avec un médecin de Guéguédou, ils ont reçu un malade qui a été confiné Covid-19 après une semaine à l'hôpital. Ils sont transférés à la crise. Et aujourd'hui, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais est-ce que tu prends les mesures barrières, tu respectes les mesures barrières? Il m'a dit, oh, ça c'est des histoires. À Lola, au sud du pays, je pense qu'il y a même des réticences.
Donc la gestion au niveau communautaire va être assez compliquée. Et c'est là où les gens doivent savoir que les cas de mort surviennent assez vite. En fait, ce n'est pas que le Covid-19 ne tue pas les Africains. Ça, c'est une fausse communication. C'est une fausse communication. Et ce n'est même pas réel. Ce que les gens doivent comprendre, ce n'est même pas réel. C'est qu'il y a eu beaucoup de morts en Italie, en France, aux États-Unis. C'est par rapport à la prise en charge. Ils étaient débordés. Donc il y avait des gens qui avaient des comorbidités, mais ils étaient débordés pour la prise en charge. Ils n'ont pas pu prendre en charge tout le monde. Tout le monde. Donc le peu qu'ils ont pris en charge, ceux-là ont survécu. Et ceux qui n'ont pas pu gérer sont décédés. Donc si aujourd'hui, il y a une stratégie de... Nous connaissons la capacité d'accueil de nos hôpitaux. L'hôpital de Guékédou, l'hôpital de Tel ne peut pas recevoir 600 à 500 personnes. Et c'est avec ces complications, la plupart de la population guinéenne, on se promène avec une maladie. Peut-être sauf le jour où on ne déclare pas. Mais chacun a un petit problème avec lequel il se promène, tout va bien. Mais c'est quand il y a une telle crise sanitaire qu'on découvre que tel est hypertendu, tel est diabétique, tel est ceci, tel a un problème rénal, un problème cardiaque. Donc, autant mieux nous pourrons respecter les mesures barrières pour ne pas avoir beaucoup de cas. Parce que, connaissant nous-mêmes, nous critiquons la longueur de journée nos systèmes de santé, nous critiquons les moyens qui sont là. Il faut tout faire pour ne pas tomber dans le propre piège. Tu critiques un système et le système, tu dis, respecte ces mesures pour ne pas tomber dans ta propre critique. L'idéal serait ta famille et toi bien respecter cela. Donc concrètement, si je comprends bien, les mesures dont vous êtes en train de parler, première des choses, il faut porter le masque. Deuxième des choses, il faut la distanciation sociale. Il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou de l'eau chlorée avec un bon dosage. Et surtout, ne pas garder l'eau qui est chlorée pendant plus de 24 heures. N'est-ce pas? Et en plus de ça, il faut limiter au maximum les déplacements qui sont inutiles, ne pas aller dans des endroits où il y a une concentration de personnes si on n'est pas obligé d'y aller. Mais aussi, quand l'État, les partenaires et l'État accordent un certain nombre d'avantages à des personnes confinées, à des personnes malades, il faut qu'on puisse les respecter. Parce que s'il y a des déclarations soi-disant que voici les engagements au niveau du transport, au niveau du soutien aux entreprises. Aujourd'hui, il y a eu un premier plan, il y a eu un deuxième plan. Moi, le premier plan, je l'ai entendu. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire exactement où nous en sommes. Il y a eu une seconde annonce. Les mesures phares annoncées là, au-delà de la facture d'eau et d'électricité, il y a eu d'autres mesures. Le confinement, il y a des mesures. Il faut que les gens soient confinés à la maison, mais il y a un accompagnement. Si ça n'est pas mis en œuvre, ma foi, nous allons passer ici 18 fois en train de sensibiliser les gens qui cherchent le quotidien. Merci beaucoup, Monsieur Camara. J'aimerais vous demander à vous quel est votre dernier mot de la fin par rapport à ces mesures que nous venons de dicter. Qu'est-ce que vous avez, en tant que spécialiste de la communication, surtout pour le changement de comportement, qu'est-ce que vous avez à conseiller à tous ceux-là qui nous suivent? Alors déjà, je voudrais dire que notre institution Break to Action, grâce au financement de l'USAID, nous sommes là, nous allons soutenir le ministère de la Santé jusqu'à la fin de cette épidémie. Le message que j'ai de clôture aujourd'hui pour dire aux gens, acceptez de porter le masque lorsque vous êtes en contact d'une autre personne. Lavez-vous régulièrement les mains et limitez les déplacements inutiles. Et lorsque vous pensez que vous vous sentez malade, vous avez un rhume, un grippe ou une toux, restez chez vous. Restez chez vous et appelez le 115. Restez chez vous et appelez le 115. Si votre cas ne nécessite pas une hospitalisation, vous allez être pris en charge chez vous. Si on constate que votre cas nécessite une hospitalisation, vous allez être référé dans un centre de traitement des épidémies de manière très adéquate. Par la grâce de Dieu, grâce à l'appui des différents partenaires de la société civile, des secteurs publics et privés, aujourd'hui, les centres de traitement des épidémies ont le maximum qu'il faut vraiment pour prendre en charge l'épidémie, mais n'acceptez pas d'attendre que vous ayez déjà des difficultés respiratoires pour venir vers ces structures sanitaires. Donc c'est le message que j'ai à dire à toute la population, à toutes les personnes qui nous suivent. Respectez les gestes barrières pour limiter la propagation du virus dans notre pays.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous aurez compris, il y a des difficultés, certes, mais la solution, elle est encore là et elle réside sur le respect des gestes barrières. Et comme nous l'a tout de suite rappelé M. Camara, aux autorités aussi, nous faisons ce plaidoyer pour respecter tous les engagements qui ont été donnés à la population pour nous permettre de mieux lutter contre cette pandémie qui est la pandémie à Covid-19. Et donc, si les autorités font leur part et que les populations, à leur tour, font aussi leur part, nous sommes sûrs que nous pouvons nous en sortir et que la Guinée va certainement finir avec cette pandémie de Covid-19. Merci alors, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission Parlons-en. Ce numéro, bien sûr, était consacré à la façon dont il faut rompre la chaîne de transmission de cette maladie Covid-19, surtout en cette période de stratégie, cette stratégie qu'on appelle stratégie Stop Covid en 60 jours. Nous sommes à mi-parcours. Il était important de discuter pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change. Nous avions donc ici sur le plateau M. Camara Aboubakar, qui est le directeur exécutif de Tenkiso Antena, et Mme Fatmata Tafsir Anne, qui est responsable des programmes au niveau de Breakthrough Action BA Guinée. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de cette émission. Et d'ici là, respectez les gestes barrières pour vous protéger et protéger vos proches.